Je crois que l'humiliation la plus douloureuse n'est jamais celle qui se voit. Elle est celle qui glisse entre les mots, qui s'insinue derrière un geste trop poli, un sourire trop long, une phrase prononcée avec une douceur qui coupe plus qu'un couteau. Ce jour-là, dans la salle du notaire, j'ai compris que quelque chose d'irrémédiable venait de se produire. Mais le vrai choc, lui, il avait commencé bien avant. Il avait commencé ce soir d'hiver, où je me suis entendu dire des mots que je n'oublierai jamais. C'était un dimanche. Un dimanche banal, gris, avec l'odeur de soupe dans la cuisine et la télévision, qui murmurait quelque chose que je n'écoutais même plus. Je m'étais endormie dans mon fauteuil, et je m'étais réveillée en sursaut, en entendant la porte s'ouvrir. C'était elle, ma belle-fille, Claire. Elle entra comme on entre chez soi, sans frapper, sans annoncer sa présence, sans même tourner la tête vers moi. « Je suis passée », dit-elle simplement. « Paul reste travailler chez un client. Je venais vérifier si tout va bien, vérifier. » Elle utilisait ce mot depuis quelques semaines, comme si j'étais un dossier à contrôler, un frigo à inspecter, un objet fragile qu'il faudrait manipuler avec précaution pour ne pas le casser. Je me suis redressée. « Tout va bien, Claire. Je n'ai besoin de rien. » Elle esquissa un sourire que j'avais appris à déchiffrer, celui qu'on adresse à quelqu'un dont on n'attend plus rien. Elle traversa la pièce, ouvrit les rideaux sans me demander, réarrangea les coussins, puis posa sa main sur mon épaule. Une main légère, mais autoritaire. « Denise, tu devrais te reposer. Tu te fatigues trop à vouloir tout gérer seule. » Je détestais ce Denise, dit sans chaleur, comme une patiente dans un service médical. Je préférais 1000 fois qu'on dise maman, ou même Madame Degnaud, mais elle avait effacé ces mots-là depuis longtemps. Elle promena son regard sur la pièce, sur mes papiers, sur mon courrier posé sur la table. Puis elle soupira, comme si elle portait le monde entier. « Tu sais, tu pourrais nous faciliter un peu les choses. » « Les choses. Quelles choses? Ma vie? Ma vieillesse? Mon absence supposée de discernement? » Elle tira une chaise, s'assit face à moi, croisa ses mains, prit sa voix la plus douce, sa voix de prédateur poli. « On peut t'aider. Mais pour ça, il faudrait que tu nous laisses faire, que tu nous fasses confiance. » Je restais silencieuse. J'avais appris que les mots, face à elle, ne servaient qu'à être retournés comme un gant. Elle glissa alors vers moi, une feuille qu'elle avait sortie de son sac. Un papier plié en deux, un papier blanc, un papier anodin, en apparence. « Tiens, lis ça plus tard, d'accord? C'est juste une formalité, une petite autorisation pour qu'on puisse gérer tes démarches si tu es fatigué un jour. » Elle disait ça avec une douceur presque maternelle, comme si j'étais une enfant. Puis elle se leva, déposa un baiser rapide sur ma joue et ajouta « Tu es d'accord, hein? On est une famille après tout. » Elle partit aussitôt, me laissant seule, debout devant la table, avec ce papier qui me brûlait les doigts. Je ne l'ai pas ouvert ce soir-là. Je ne l'ai pas ouvert parce que j'avais peur de découvrir ce que je savais déjà, qu'elle voulait quelque chose. Et que ce quelque chose n'était pas pour moi. Le lendemain, c'est Paul qui est venu. Lui, au moins, avait la décence d'annoncer sa présence en sonnant. Il entra avec son air fatigué, cet air d'homme qui ne sait plus s'il doit écouter sa femme ou écouter sa conscience. « Man, Claire m'a dit qu'elle t'avait laissé un papier. » Je hochai la tête. « Oui, mais je ne l'ai pas encore lu. » Il s'assit, posa sa main sur mon bras, comme autrefois, quand il voulait m'annoncer une mauvaise note. « Man, on veut juste t'aider. Tu sais que tu peux nous faire confiance. » Je n'ai pas répondu, parce que je savais qu'il ne comprenait pas, qu'il ne voyait pas ce que je voyais, qu'il ne ressentait pas ce que je ressentais. Je me suis tournée vers lui. J'ai cherché dans ses yeux l'enfant qu'il avait été, celui qui venait dormir dans mon lit après un cauchemar, celui qui m'embrassait en me disant « Maman, je veux rester avec toi pour toujours. » Mais cet enfant-là n'était plus là. À sa place, un homme usé, qui voulait la paix plus que la justice. Alors j'ai ouvert la feuille, et j'ai failli perdre ma voix. C'était une procuration générale, un document qui donnait à Claire tous les droits. Gérer mes comptes, signer à ma place, décider pour moi. Tout. Absolument tout. Je suis restée immobile. Le papier tremblait entre mes doigts. Je lui avais tout laissé. Elle m'avait tout pris. Et dans cette cuisine silencieuse, j'ai senti une dignité invisible s'effondrer en moi. Quelque chose de fondamental. Quelque chose de viscéral.
Paul me regardait, inquiet. Man, ça te va? Ça me va. Ces 3 mots, j'aurais pu les prononcer. J'aurais pu les laisser sortir, par habitude, par lassitude. Mais une phrase intérieure s'est imposée à moi, vibrante, presque lumineuse. Non. Cette fois, non. C'est ce jour-là que la fracture a commencé. Ce jour-là que j'ai compris que mon silence les avait trop confortés. Ce jour-là que la peur s'est transformée en lucidité. Je ne savais pas encore comment j'allais me battre, ni ce que la loi ferait pour moi, ni quel scandale allait éclater dans les semaines suivantes. Mais une chose était certaine, la vie qu'il voulait me prendre, la loi allait me la rendre. Avant que tout ne déraille, avant que la procuration ne glisse sous ma porte comme une menace enveloppée de bonnes intentions, il y a eu une autre vie. Une vie que j'ai construite avec mes mains, mes choix, mes erreurs, mes victoires modestes, et un amour qui, à l'époque, me semblait inépuisable. Quand je repense à ces années-là, j'ai l'impression d'ouvrir un album photo jauni par le temps. Les pages craquent doucement, comme si elles n'avaient pas été touchées depuis longtemps. Mais dès qu'on les effleure, les souvenirs reviennent avec une netteté presque douloureuse. J'ai rencontré Pierre en 1968, devant la librairie municipale de Caen. J'avais 19 ans, lui 21. Je passais mes journées dans les livres, lui dans les journaux. Je crois que nous ne pouvions que nous reconnaître. Il m'a abordé, en me demandant si j'aimais Prévert. J'ai répondu que oui, et il a souri comme si cette réponse validait quelque chose d'important. Alors on peut tout vivre, avait-il dit. Moi, je n'avais pas compris. Lui, il savait déjà. Quelques mois plus tard, j'avais quitté l'appartement de ma mère pour vivre avec lui dans une petite chambre sous les toits. On entendait la pluie taper contre les tuiles, mais on n'entendait jamais de reproches. Pierre disait que la liberté faisait plus de bruit que les murs qui fuient, et ça me faisait rire. Nous n'avions rien, pas d'argent, pas de meubles, pas de projet clair. Mais nous avions cette certitude étrange, naïve, précieuse, celle d'être exactement là où il fallait. Quand Paul est né, 3 ans plus tard, tout a changé. Pas seulement parce qu'un enfant bouleverse tout ça, toutes les mères le savent, mais parce qu'à ce moment-là, j'ai compris que mon existence ne m'appartenait plus entièrement. Et je n'en éprouvais aucune frustration. C'était une envie organique de protéger. Pierre l'a tenue dans ses bras en disant « Regarde, Denise, on a fabriqué de l'avenir. » La phrase m'a accompagnée toute ma vie. J'ai arrêté mes études pour m'occuper de Paul. Ce n'était pas un sacrifice. C'était un choix, le seul, à mes yeux. Pierre, lui, avait commencé un petit travail à la poste. Le salaire n'était pas grand-chose, mais on s'en contentait. L'important, disait-il, ce n'était pas l'argent, c'était la maison qu'on finirait par avoir. Une maison où Paul pourrait courir, où je pourrais lire au soleil, où lui pourrait bricoler. Nous l'avons trouvée 10 ans plus tard. La maison où je vis encore aujourd'hui. La maison pour laquelle j'ai tant travaillé. Chaque pierre, chaque tuile, chaque latte du parquet porte une trace de nous. Je me souviens du jour de l'achat. Pierre tenait le stylo comme si c'était un sceptre. Il avait les yeux brillants, presque humides. On y est, Denise. C'est notre royaume. Ce n'était pas un château, loin de là. Mais c'était une terre promise. Les années ont passé. Pierre est tombé malade. Un long combat. Lent. Implacable. Je l'ai accompagné jusqu'au bout. J'ai appris les termes médicaux, les traitements, les gestes. J'ai tout géré. Les papiers, le travail, la maison, le deuil. Et jamais, pas une seule fois, je ne me suis dit que c'était trop. C'était lui, l'homme qui avait dit « on peut tout vivre ». Je vivais cela avec lui. Quand il est parti, j'ai cru que le silence de la maison allait m'achever. Mais c'est Paul qui m'a tenu debout. Il avait 17 ans. Il a pris ma main et m'a dit « Je m'occuperai de toi, maman. Toujours, toujours. » Ce mot-là, si beau dans la bouche d'un adolescent, si fragile dans la vie réelle, je ne pouvais pas imaginer que ce « toujours » se déformerait un jour dans la voix d'une belle fille, qui me parlerait comme si j'étais une charge. Paul a grandi. Les années se sont enchaînées. Il a trouvé du travail. Je l'ai aidé à s'installer, à déménager, à se reconstruire après une rupture, puis une autre, et un jour, il m'a présenté Claire. Elle avait ce sourire lisse, trop lisse, ce ton assuré, ce regard qui évalue plus qu'il n'observe. Je me suis trompée dès la première impression. Je l'ai accueilli les bras ouverts.
J'ai pensé, si mon fils l'aime, elle ne peut pas être si mauvaise. J'ai cuisiné pour elle. J'ai offert des cadeaux. Je me suis pliée à elle plus que je ne l'aurais fait pour n'importe qui. Parce que je voulais que Paul soit heureux. Parce que je voulais une famille autour de lui. Parce que j'aimais l'idée qu'il ne soit pas seul. Et peut être aussi, sans vouloir me l'avouer, parce que la vieillesse fait peur à celles qui ont perdu l'homme de leur vie trop tôt. Alors j'ai tout laissé, tout donné, tout offert. Et elle a pris. Doucement d'abord, puis ouvertement, puis brutalement. Mais si j'ai accepté autant, c'est parce que j'avais en moi le souvenir d'une vie construite par amour, dans le respect, le partage, la confiance. Et c'est précisément ce souvenir-là, ce passé fait de dignité, qui allait me permettre, plus tard, de ne pas me laisser détruire. Parce qu'on ne peut pas voler une femme qui a tout donné sans qu'elle sache, un jour ou l'autre, se défendre. Ce passé, je ne l'ai jamais regretté. C'est lui qui m'a sauvée. On dit souvent que les tempêtes ne préviennent jamais. Mais ce n'est pas vrai. Les tempêtes familiales, elles, préviennent toujours. Elles murmurent avant de hurler. Elles enlèvent avant de détruire. Elles testent les limites avant de les franchir. Et moi, je n'ai rien voulu voir. Par amour, par naïveté, par peur d'être seule, par fatigue, aussi, parfois. Avec Claire, tout a commencé par de petites choses, presque invisibles, comme des grains de sable dans une machine qui tournait depuis longtemps. La première fois, c'était un dimanche ordinaire. J'avais préparé un repas simple, poulet rôti, pommes de terre au four, et ce gâteau au yaourt qu'Emma aimait tant. Quand ils sont arrivés, Claire a balayé la table du regard et a dit en souriant « Oh, tu as encore fait rôtir le poulet ?» C'est chaleureux, c'est très classique. Classique. Le mot m'a piqué sans qu'elle s'en rende compte ou peu. Être s'en rendait-elle très bien compte. Je n'ai rien dit. J'ai pensé. Elle a peu. Être raison, je ne suis plus très inventive. Quelques minutes plus tard, elle a voulu m'aider à mettre la table. Elle a déplacé mes assiettes, remplacé mes verres, mis de côté mes serviettes pour en sortir d'autres de son sac, oui, de son sac. Je trouve que celles-ci sont plus modernes, tu ne crois pas? Je me suis mordu la lèvre. Ce n'était que des serviettes. Ce n'était rien, pas vrai? Sauf que ce rien fut la première pierre. Une autre fois, elle m'a accompagnée au supermarché. Je n'avais rien demandé. Elle s'était invitée, comme une infirmière affectée, à un poste imaginaire. Tu n'as pas besoin de porter ça, Denise. Laisse-moi faire. Elle prenait le panier. Elle choisissait elle-même les produits. Elle replaçait ceux que je prenais. Non, pas ceux-là, ils sont trop gras. Tu ne crois pas que ce fromage est trop cher? Tu n'auras jamais le temps de cuisiner ça. Prends plutôt ceci. Je me sentais, comment dire, comme si je n'avais plus de droit de choisir. Comme si, d'un geste à la fois, on me retirait l'idée même que j'étais capable. À la caisse, elle a pris mon portefeuille, sans me demander, sans même regarder si j'étais d'accord. Elle l'a ouvert elle-même, a sorti ma carte bancaire, a payé. C'est plus simple comme ça, dit-elle, en rangeant la carte dans un compartiment différent. Plus simple pour qui? Puis il y a eu les phrases, les petites phrases qui ont la douceur d'une caresse et la violence d'une lame. Tu sais, Denise, tu fatigues plus vite qu'avant. On t'a trouvée un peu confuse l'autre jour. Tu te souviens? Tu devrais vraiment penser à ralentir. Tu n'es plus obligée de tout faire. Laisse-nous t'aider. C'est normal à ton âge. À ton âge, ce sont les mots qui vieillissent plus vite que les rides. Et Paul, mon Paul, il acquiesçait doucement, sans comprendre. Il n'entendait pas la condescendance. Il ne voyait pas la façon dont Claire prenait le volant de ma vie pendant qu'il regardait par la fenêtre. Les invitations ont commencé à se raréfier. Avant, Paul passait presque chaque soir. On parlait, on riait. Il me racontait son travail. Je lui racontais mes lectures. Nous étions simples, nous étions liés. Puis Claire a commencé à intervenir. « Paul, tu ne vas pas encore chez ta mère? Tu es fatigué. On a des choses à régler, tu sais. Laisse-la se reposer. Elle a besoin de calme. » Peu à peu, les minutes de visite devinrent rares, puis courtes, puis espacées. Et moi, je restais dans ma cuisine, à attendre un bruit de pas dans la cour. Je me disais, ils travaillent beaucoup. C'est normal. Je me disais, ils sont jeunes, ils ont leur vie. Je me disais, je ne vais pas m'imposer. Mais la vérité, c'est qu'on ne s'impose jamais,
quand on dérange. On s'efface parce qu'on nous y pousse. Il y a aussi eu les objets déplacés. Mes clés, que je ne retrouvais plus. Mes lunettes, rangées ailleurs. Une facture déposée sur un meuble que je n'utilisais jamais. Des dossiers ouverts sans que je me souvienne les avoir touchés. Claire m'avait dit un jour, « Je t'ai aidé à ranger un peu. » C'était le bazar. Le bazar? Mes papiers étaient classés depuis 30 ans dans le même tiroir. Mes factures par ordre chronologique. Mes relevés dans des chemises rouges. Mes documents importants dans une boîte métallique. Mais elle fouillait. Elle ouvrait. Elle consultait. Elle aidait. Puis, il y a eu la phrase, celle qui m'a laissé glacée pendant toute une nuit. Un soir, en partant, elle m'a dit, « Tu sais, Denise, on pourrait vraiment t'éviter beaucoup de tracas si tu nous laissais gérer tes papiers. Tu te compliques la vie inutilement. » Je ne sais pas ce qui m'a heurté le plus, le « tu te compliques » ou le « on pourrait gérer ». Elle parlait comme si ma vie était un dossier administratif en attente d'optimisation. Et moi, je souriais. Toujours. Par pudeur. Par peur. Par habitude. Mais un signe plus fort que tous les autres est arrivé un jour où je suis entrée chez eux sans prévenir. La porte du salon était entrebâillée. J'ai entendu Claire murmurer à Paul. « Ta mère, elle décroche. »« On doit anticiper, Paul. C'est pour son bien. Tu crois ? » ?»« Oui. » Elle commence à se perdre un peu. Je l'ai vue chercher son sac pendant 10 minutes. Ce jour-là, j'avais juste changé mon sac de place. Je me suis reculée doucement. J'ai refermé la porte sans bruit. J'ai marché jusqu'à la maison avec un poids dans la poitrine. Je ne savais pas encore que ce n'était que le début. Que la goutte d'eau, la vraie, la terrible, arriverait bientôt. Mais je savais déjà ceci. Je n'étais plus tout à fait une mère. Dans la bouche de Claire, j'étais une responsabilité. Une charge. Une vieille femme qu'on prépare doucement à l'effacement. C'était subtil. C'était bien joué. C'était méthodique. Mais ce n'était pas encore assez pour me briser. Pas encore. Il y a toujours un moment où les choses basculent. Un moment minuscule, presque banal, mais qui rompt quelque chose d'irréparable à l'intérieur de soi. Un mot, un geste, une découverte, et l'on comprend soudain que ce qu'on croyait encore contrôlable est, en réalité, en train de nous échapper depuis longtemps. Pour moi, ce moment-là est arrivé un mardi matin. Un mardi ordinaire, sans pluie, sans soleil, sans rien de particulier. Un mardi où je pensais simplement aller chercher du pain, arroser mes géraniums et continuer ma journée. Je n'avais aucune idée que ma vie tenait déjà dans une chemise grise, rangée chez Claire. Tout a commencé avec un courrier, une lettre de la banque, un rappel pour une opération que je n'avais pas demandée et un rendez-vous que soi-disant j'avais confirmé. Je me suis assise. J'ai relu. Mon cœur battait trop fort. Suite à votre procuration déposée le mois dernier. La procuration ? Quelle procuration ? Je me suis sentie glacée. Je n'avais signé qu'un papier, pour m'aider un peu. Un document que Claire avait présenté comme une simple autorisation pratique. Je me souvenais vaguement d'avoir signé quelque chose, de sa voix douce disant « Juste pour éviter que tu te fatigues avec les démarches. Tu as déjà beaucoup fait. » Sauf que je n'avais jamais rien lu. Et ce papier ressemblait étrangement à quelque chose de plus vaste. J'ai senti une chaleur étrange monter dans ma poitrine, un mélange de honte et de colère. Je me suis habillée, j'ai pris mon manteau, et je suis allée directement chez eux. La porte était ouverte. Toujours. Comme si leur maison n'était plus seulement la leur, mais aussi ce territoire où ma vie était désormais organisée, triée, évaluée. J'ai entendu des voix dans le salon. Je me suis arrêtée juste avant l'entrée. C'est là que j'ai vu la scène. Claire était assise par terre, entourée de papiers, des piles entières, des dossiers, des chemises, des enveloppes ouvertes, mes dossiers, mes papiers, mon histoire. Elle tenait dans la main mon classeur bleu, celui où je mettais les documents importants. « Bon, dit-elle à Paul, il manque encore la feuille du diagnostic. Mais si on a ça, la banque actera tout plus vite. » Le diagnostic ? Paul semblait perdu. De quoi tu parles ? Il nous faut un justificatif d'état mental pour que la procuration soit pleinement acceptée partout. Certaines administrations sont méfiantes. Mon souffle s'est coupé. L'état mental. Elle parlait de mon état mental. Elle disait ça avec un calme glacial, comme si c'était une formalité, comme si j'étais déjà devenu un dossier médical.
Paul murmura. Tu crois qu'elle acceptera? Elle n'a rien compris à ce qu'elle a signé, dit Claire. Elle n'y verra que du feu. Le sol s'est mis à trembler sous mes pieds, pas pour de vrai, mais dans ma poitrine, tout a tremblé. Je me suis avancée. Je ne sais pas ce qui m'a tenue debout. Je me suis présentée au milieu du salon, silencieusement, comme une ombre qu'on aurait oublié d'effacer. Claire se retourna. Elle pâlit. Denise? Je rangeais juste un peu vos papiers. Je la regardais sans cligner. Je n'ai pas parlé. Je n'arrivais plus à imaginer que ma voix pourrait sortir sans trembler. Elle se redressa, essuya ses mains sur son pantalon, chercha une excuse, une phrase, un sourire. Je voulais t'aider. On voulait t'aider. Tu sais que ce n'est pas simple à ton âge. Il y a tant de choses administratives. Paul se tourna vers moi. Il avait l'air d'un enfant surpris au milieu d'un mensonge qu'il n'a pas inventé, mais auquel il a cru. Man, Claire voulait juste éviter du stress. Du stress. Du stress. J'ai alors posé mon regard sur la table basse, sur la chemise grise, avec inscrit dessus, en lettres capitales, tutelle, curatelle, dossier en cours. Ce fut là, l'instant précis où ma respiration s'est arrêtée. Ils avaient un dossier de tutelle, un dossier qui me concernait, un dossier qu'ils préparaient en cachette, un dossier qui supprimait, d'un trait de stylo, tout ce que j'avais été, tout ce que j'étais, tout ce que j'avais encore la force d'être. Je me suis penchée, j'ai touché la chemise du bout des doigts. Elle était lourde, lourde de leurs mensonges, lourde de leur impatience, lourde de leur ambition. Qu'est-ce que c'est? Ai-je murmuré. Claire a voulu s'approcher. Denise, ce n'est rien. C'est juste au cas où. Au cas où, ma voix a claqué. La mienne. Pas celle d'une vieille femme fragile. Pas celle qu'ils attendaient. Non. Ma voix d'autrefois. Paul recula. Claire balbutia. On voulait juste anticiper. Tu te fatigues vite. Tu oublies des choses. Je n'ai rien oublié, ai-je répondu. Je n'ai jamais été fatiguée, au point qu'on me vole mes droits. Et je ne suis certainement pas une femme qu'on place sous tutelle derrière son dos. Claire voulut poser sa main sur mon bras. J'ai reculé. Ne me touchez pas. Un silence. Un long silence. C'est ce jour-là que tout a basculé. Ce jour-là que la peur s'est transformée en rage froide. Ce jour-là que j'ai cessé d'être manipulée. Je me suis levée. J'ai pris la chemise grise. Je l'ai serrée contre moi. Vous vouliez me mettre sous tutelle? Alors écoutez-moi bien. Je vais ouvrir un dossier moi aussi. Et le mien sera légal. Je suis sortie sans un mot de plus. Sans me retourner, j'ai fermé la porte derrière moi. Et dans le froid du couloir, j'ai senti quelque chose renaître en moi. Pas la douleur, pas la colère, la dignité. La nuit qui a suivi ma découverte du dossier de tutelle n'a pas été une nuit. Elle a été une fracture, une frontière, un passage étroit entre l'ancienne femme que j'avais été confiante, presque naïve, et celle qui, dans l'obscurité de ma cuisine, balayait une dernière fois le voile de l'ignorance. Je n'ai pas dormi, pas une minute. Je suis restée là, à cette table en bois qui avait vu tant de repas, tant de jeux, tant de discussions, tant de deuils, et qui, cette nuit-là, devenait la table d'une renaissance silencieuse. La chemise grise était là, devant moi, étalée comme une preuve de la violence invisible qu'on inflige parfois aux personnes âgées, sous prétexte de les protéger. Je n'ai pas osé l'ouvrir tout de suite. J'avais peur. Oui, peur. Non pas pour ma liberté, mais pour ce que j'allais découvrir de leur regard sur moi, parce que dans ce dossier, il y avait forcément des phrases écrites par d'autres, des phrases sur moi, et parfois, lire ce que les autres pensent de vous blesse plus que d'être trahi. J'ai fini par ouvrir la chemise. Des photocopies, des documents administratifs, des notes manuscrites, des brouillons de formulaires officiels. Et là, dans un coin, une page froissée, j'ai reconnu l'écriture de Claire. Elle avait listé des arguments, oubli fréquent, confusion sur les dates, difficulté à gérer documents, fatigue, risque de chute, isolement, besoin d'accompagnement quotidien. Elle avait même ajouté, parfois un peu perdu dans la conversation. J'ai reposé la feuille. J'ai fermé les yeux. Une douleur s'est glissée jusque dans mon estomac. Pas parce que tout était vrai, mais parce que tout était interprété. Mes oublis, un sac simplement posé ailleurs.
Une clé déplacée par elle-même. Un courrier sorti de ma boîte par sa main, pas la mienne. Mes fatigues? Des soupirs légitimes, un corps de 75 ans, pas un esprit défaillant. Mes difficultés administratives? Celles qu'elle provoquait en rangeant à ma place, en dissimulant des documents, en compliquant ce qui avait toujours été simple pour moi. Mon isolement, leur propre éloignement, leur stratégie, leur absence programmée, tout se réduisait, dans son regard, à un portrait fragile, un portrait biaisé, un portrait qu'elle avait créé de toutes pièces. Elle avait peint ma vieillesse comme une faiblesse. Elle avait transformé mes gestes en symptômes. Elle avait fait de moi une proie. J'ai senti une chaleur monter dans ma poitrine. Une chaleur qui n'était pas de la colère. C'était autre chose. Quelque chose de plus ancien, de plus solide. Une prise de conscience. Une certitude qui se formait lentement. Je dois me réveiller. Je dois reprendre ma place. Je dois me protéger. J'ai pris une feuille blanche. J'ai ouvert mon carnet bleu. Et j'ai commencé à écrire. L'écriture, c'est étrange comme ce geste. Simple, banal, peut vous rendre votre respiration. J'ai noté tout ce dont je me souvenais. Les phrases, les gestes, les intrusions, les manipulations subtiles. J'ai daté, j'ai détaillé. J'ai mis des mots là où, pendant des mois, j'avais mis du silence. Je me suis revue au supermarché, avec Claire tenant mon portefeuille. Je me suis revue devant ma propre porte, cherchant mes clés déplacées. Je me suis revue écoutant, sans le vouloir, leur conversation à demi-mot. Je me suis revue humiliée, déplacée, effacée, doucement. Et j'ai écrit ceci en grandes lettres. Je ne suis pas vulnérable. Je suis seule. Ce n'est pas la même chose. Puis j'ai ajouté, la dignité n'a pas d'âge. Mais la manipulation? Si. Ces phrases m'ont redressée. Je les ai regardées longtemps. Vers 3 heures du matin, je me suis levée. J'ai fait du thé. J'ai ouvert la fenêtre. L'air de la nuit m'a frappé en plein visage comme une gifle douce. La rue était déserte. Les lampadaires formaient des halos jaunes sur le bitume. Et je me suis sentie vivante. Vivante d'une manière que je n'avais plus ressentie depuis des années. Parce que pour la première fois, j'admettais quelque chose d'essentiel. Ce n'est pas parce que je suis âgée que je dois tout accepter. Ce n'est pas parce que je suis fatiguée que je dois renoncer à ma liberté. Ce n'est pas parce que je suis seule que je dois me laisser dépouiller de tout. Je me suis assise à ma chaise préférée. J'ai posé ma main sur la chemise grise. J'ai respiré profondément. Très bien, ai-je murmuré. Vous avez un dossier. J'en aurai un aussi. Je ne savais pas encore comment, ni avec qui, ni quelle démarche exacte serait nécessaire. Mais je me suis levée, droite, l'échine solide comme une poutre. La nuit m'avait offert une vérité simple. Je n'étais pas une femme qu'on parque dans une case. Je n'étais pas un numéro administratif. Je n'étais pas une grand-mère qu'on range dans un dossier. J'étais Denise Degnaud, et j'étais encore capable. Capable de comprendre, capable de choisir, capable de me défendre. Lorsque l'aube s'est levée, j'ai refermé la chemise. Je l'ai posée sur la table, et j'ai écrit dans mon carnet « Demain notaire, après-demain médecin. Dans une semaine, avocat. » La peur n'était plus là. Elle avait laissé la place à quelque chose de bien plus puissant. La dignité, retrouvée. Et quand j'ai reposé mon stylo, j'ai su exactement ce qui allait commencer. Non pas une guerre, mais une justice. Silencieuse, méthodique, inarrêtable. On croit souvent que les batailles se gagnent dans le bruit. Les éclats de voix, les portes qui claquent, les phrases qui frappent plus fort que les gestes. Mais non, les vraies victoires se gagnent dans le silence, dans la précision, dans ces heures où l'on s'assoit, seul, face à soi-même, et où l'on organise, note, vérifie, protège. C'est ce que j'ai fait, pendant des jours. Le matin, suivant ma nuit blanche, je me suis levée avec un calme étrange. Pas un calme résigné, un calme déterminé. Le calme de celles qui, un jour, décident que leur vie leur appartient à nouveau. J'ai pris mon carnet bleu. Je l'ai ouvert à la dernière page, où j'avais écrit mes 3 étapes. Notaire, médecin, avocat. J'ai commencé par le notaire. 1. Le notaire verrouillait la maison. L'étude du notaire, Maître Cormon, m'a toujours inspiré confiance. Une vieille bâtisse en pierre, des dossiers classés par décennies, l'odeur du papier jauni par le temps. La secrétaire m'a reconnue tout de suite. « Madame Degnaud,
Vous n'aviez pas rendez-vous? C'est urgent. Elle n'a pas discuté. Elle m'a conduite jusqu'au bureau. Maître Cormon m'a regardé, a observé mes mains qui serraient la chemise grise, et il a compris. Il m'a juste dit « Asseyez-vous. Dites-moi tout, calmement. » Je lui ai raconté Claire, Paul, la procuration, la liste, la chemise tutelle, curatelle, les insinuations, les documents retrouvés chez eux. Il ne m'a pas interrompu. Il notait. Il hochait la tête. Quand j'ai terminé, il a soufflé longuement. « Madame Degnaud, vous êtes parfaitement lucide et parfaitement en droit de regagner le contrôle total de vos biens. » Il a posé ses lunettes. « Voici ce que nous allons faire. Annulation immédiate de toute procuration existante. Inscription d'une clause de protection. Aucun document concernant la maison ne pourra être signé sans votre présence physique ici, dans ce bureau. Demande écrite de restitution de tous vos papiers. Mise sous alerte du service de publicité foncière. Vous serez prévenu de toute tentative de modification. » Il a pris une feuille. « Et je vais envoyer moi-même un courrier recommandé à votre belle-fille. Ça les calmera. » Je l'ai regardé. Un notaire, c'est comme un phare dans la tempête. Il ne bouge pas, mais il illumine exactement là où il faut regarder. 2. Le médecin attestation d'autonomie. Le lendemain matin, je me suis rendu chez mon médecin traitant, le docteur Mayer, un homme doux, sérieux, qui me suit depuis plus de 20 ans. Je lui ai montré le dossier de tutelle. Je lui ai expliqué. Il m'a prise par les mains. « Denise, je vous connais. Vous êtes parfaitement autonome. Vous n'avez aucune altération cognitive. Ce qu'ils ont fait est grave. » Il a rédigé immédiatement une attestation d'autonomie complète. Signée, tamponnée, datée. Gardez-la précieusement. C'est votre premier rempart. Son premier rempart. Ce mot m'a soulagée. Je suis sortie du cabinet la tête haute, mon attestation rangée dans la pochette de mon carnet bleu, comme un talisman légal. 3. L'avocate construire le dossier de vérité. 3 jours plus tard, je suis allée voir une avocate, Maître Sylvestre. Une femme d'une 50aine d'années, regard vif, cheveux attachés en chignon strict. Une femme qui inspire la confiance par sa manière de parler, rapide et claire. Elle a écouté, attentivement. Elle a pris la liste écrite par Claire, l'a lue 2 fois. Elle a examiné le dossier de tutelle, les documents administratifs, le courrier de la banque. Puis elle a dit « Madame Degnaud, ce que votre belle-fille prépare peut être qualifié d'abus de faiblesse, voire de tentative de mise sous protection non justifiée. Nous allons constituer un dossier solide. » Elle a sorti un classeur vierge. Elle a écrit dessus, en lettres capitales, « Dossier D. Degnaud, autonomie, atteinte au droit. Voici ce dont j'ai besoin. » Elle énuméra. 1. Votre attestation médicale, vous l'avez. 2. La lettre du notaire, nous l'ajouterons. 3. Tout ce que vous avez noté dans votre carnet bleu, date, phrase, geste. 4. La liste de Claire, c'est une pièce maîtresse. 5. Les preuves de manipulation financière, procuration involontaire, opération non demandée. 6. La chemise grise. Je la regardais travailler. Elle était rapide, précise, implacable. Avec ce dossier, ajouta-t-elle, s'ils persistent dans leur démarche, ce ne sera pas vous qui serez inquiétés, ce sera eux. Je sentis mes épaules se détendre. Elle me sourit. Vous ne serez plus seule, Denise. Merci, maître. Ce n'est pas de la gentillesse, c'est du droit. J'ai souri à mon tour. 4. Le retour à la maison, reprendre possession. Ces démarches ont pris des jours, des heures, des allers-retours, des signatures, des classements. Et chaque soir, en rentrant, j'ouvrais ma maison autrement. Je touchais les murs. Je rangeais mes papiers moi-même. Je vérifiais mes comptes. Je reprenais mes clés, mes dossiers, mon espace. Un soir, en rangeant mon armoire, j'ai trouvé mon ancienne boîte métallique, celle où je mettais les documents précieux. Je l'ai ouverte. Elle sentait encore la lavande. Je l'ai remplie à nouveau, avec mes papiers, mes preuves, mes défenses. Je n'ai jamais ressenti une telle force. Une force lente, mûre, patiente. La force d'une femme qui ne se contente plus d'exister, mais qui se réapproprie sa vie. Avant de dormir, enfin dormir. Vraiment. J'ai écrit dans mon carnet bleu.
Leur dossier voulait m'effacer. Le mien va me rendre visible. Et la loi, cette fois, sera de mon côté. La bataille s'était engagée. Calme, méthodique, légale. Et rien, absolument rien ne pourrait plus m'arrêter. Les jours qui ont suivi ma visite chez le notaire et chez l'avocate ont eu une couleur étrange. Ce n'était pas la paix. Ce n'était pas encore la victoire. C'était l'ordre. Le sentiment que, pour la première fois depuis longtemps, chaque chose allait trouver sa juste place, et que ceux qui m'avaient sous-estimé commenceraient très bientôt à découvrir qui j'étais vraiment. Le piège n'était pas un piège pensé pour faire du mal. Ce n'était pas une vengeance. C'était une mécanique froide, légale, construite dans le calme, une mécanique qui allait se refermer d'elle-même. Le courrier du notaire, premier choc. Tout a commencé un mercredi matin. Claire reçut une lettre recommandée. Je l'ai su avant même que Paul ne me le dise. J'ai vu, depuis ma fenêtre, la silhouette du facteur qui hésitait devant leur porte avant de glisser la vie dans la boîte. 1 heure plus tard, mon téléphone a vibré. Un message de Paul. « Man, Claire veut parler. Est-ce que tu peux passer ?» Je me suis préparée comme pour un rendez-vous important. Pas pour me défendre, pour être présente. Debout, Claire, digne. Lorsque je suis arrivée chez eux, l'atmosphère était lourde, presque électrique. Claire était debout au milieu du salon, l'enveloppe ouverte dans la main, les lèvres serrées, les joues rouges. « C'est quoi ça ?» dit-elle en secouant la lettre. Je m'assis calmement, sans répondre. Paul, lui, restait en retrait. Ses yeux allaient de sa femme à moi, comme ceux d'un homme qui commence à comprendre qu'il s'est laissé enfermer dans un rôle. Claire reprit, la voix tremblante d'une colère mal contenue. « Le notaire exige la restitution de tous tes documents et annule la procuration. Pourquoi tu fais ça dans notre dos ?» Je plantai mes yeux dans les siens. « Je ne fais rien dans votre dos. Je reprends ce qui m'appartient. » Elle resta figée, mécontente, mais surprise de mon calme, car mon calme était une arme nouvelle qu'elle n'avait jamais vue. La liste, deuxième choc. « Tu exagères, Denise, dit-elle. On voulait juste t'aider. Tu prends tout mal. On veut te protéger. » Je sortis lentement mon carnet bleu de mon sac. Je l'ouvris à la page où j'avais glissé sa fameuse liste. Je déposai la feuille sur la table. Sans un mot, Claire pâlit. Paul se pencha. Il lutte. Ses yeux s'écarquillèrent à mesure qu'il découvrait les lignes. Faire signer procuration, vérifier état mental, récupérer documents essentiels, préparer dossier, tutelle, curatelle. Avant même qu'il n'arrive à la fin, il murmura « Claire, c'est toi qui as écrit ça ?» Elle voulut répondre, mais aucun son ne sortit. Sa gorge s'était serrée. Elle ne s'attendait pas à ce que je garde des preuves. Elle croyait que je ne savais plus organiser mes papiers. Elle croyait que je n'écrivais pas. Elle croyait que ma mémoire était un vieux tiroir qui se refermait mal. Elle se trompait. Paul finit par lever les yeux. « Explique, Claire. C'est juste une liste d'idées pour anticiper. » Anticiper quoi? Ma mère est autonome. Elle s'est toujours occupée de tout. Je restais parfaitement silencieuse. Mon silence maintenant parlait pour moi. La chemise grise, troisième choc. Je sortis alors, très lentement, la chemise grise, celle marquée tutelle, curatelle dossier en cours. Je la posai sur la table, exactement devant elle. Paul pâlit. « C'est quoi ça ?» demanda-t-il, la voix brisée. « Paul, ne te mets pas dans cet état, ce n'est qu'une précaution. » « Une précaution ?» Il se leva d'un bond. « Tu préparais une tutelle derrière son dos, mais tu es devenue folle ?» Claire tenta d'approcher de lui, mais il recula. « Ne me touche pas. » C'est à ce moment-là que j'ai compris qu'il voyait enfin. Qu'il voyait tout. La mécanique, les mensonges, les manipulations, l'impatience qu'elle avait depuis des semaines, la manière dont elle parlait de moi, la manière dont elle bougeait mes affaires, la manière dont elle le tenait, doucement, subtilement, dans un filet. Paul s'effondra sur le canapé, la tête entre les mains. « Comment as-tu pu faire ça ?» Claire ne répondit pas. La restitution, l'étau se ferme. Je me suis levée. « Je veux mes documents, aujourd'hui. Maintenant. » Claire voulut protester, mais Paul la coupa. « Donne-lui tout. » Immédiatement. Elle partit, furieuse, dans le bureau. On entendit des tiroirs claquer, des feuilles s'emmêler, des dossiers tomber. J'attendis sans un mot. Puis elle revint, les bras chargés, mes relevés, mes factures,
Mes assurances, mes copies d'actes, ma déclaration d'impôt, même des lettres privées que je ne lui avais jamais montrées. Je pris chaque document, je les rangeai dans mon sac, lentement, avec cette précision qu'elle me croyait incapable d'avoir. « Voilà !» cria-t-elle. « Tu veux tout? Alors prends tout !» Je la regardais, pas avec colère, pas avec vengeance, avec lucidité. La phrase qui inverse tout, je marchai vers la porte, puis je me retournai, et j'ai dit, d'une voix si calme que même moi, je ne me reconnaissais pas. « Claire, le problème, ce n'est pas que tu voulais m'aider. Le problème, c'est que tu pensais déjà que j'étais finie. » Elle resta figée. « Et tu t'es trompée. » Gravement, je fis une pause. « Et maintenant, c'est la loi qui va te répondre. » Paul se leva, bouleversé. « Man, je suis tellement... » « Ce n'est pas à moi que tu dois t'excuser, Paul. » Puis j'ai quitté la maison. En refermant la porte, je n'ai pas entendu de cris, ni de menaces, ni d'insultes. Juste ce bruit sourd, silencieux, discret, le bruit exact d'un piège qui se referme. On croit toujours que l'effondrement d'une famille ressemble à une explosion. Une scène en pleine lumière, des portes qui claquent, des cris qu'on entend de la rue. Mais l'effondrement réel, celui qui détruit les liens les plus anciens, ne fait presque aucun bruit. Il se répand lentement, comme une fissure dans un mur qu'on croyait solide, un mur qu'on a construit soi-même et dans lequel on découvre des failles qu'on n'avait jamais vues. C'est exactement ce qui est arrivé après la scène de la procuration et de la chemise grise. Ma famille ne s'est pas brisée d'un coup. Elle s'est délitée. Silencieusement, invisiblement, inévitablement. Les premiers jours, la honte de Paul. Paul ne m'a pas appelé pendant 3 jours. 3 jours entiers. 3 jours où je sentais qu'il marchait au bord d'un vide qu'il n'avait jamais voulu regarder. Puis, un soir, il est arrivé devant ma porte. Sans prévenir, sans sonner, sans réfléchir, il a frappé doucement, comme un enfant qui cherche refuge. Je lui ai ouvert. Il avait le visage défait, les yeux rouges. On aurait dit un petit garçon qui venait d'apprendre que son héros n'était pas celui qu'il croyait. « Man, est-ce que je peux entrer ?» Je me suis écartée. Il a posé son manteau, puis s'est assis à ma table, celle-là même où j'avais écrit mon plan, où j'avais reconstruit ma dignité. Il a pris sa tête entre ses mains. Je ne comprends pas comment j'ai pu être aveugle à ce point. « Paul? Non, man. Ne dis rien. J'ai laissé quelqu'un te marcher dessus. J'ai participé. Je t'ai fait signer ce papier sans lire, et je t'ai presque forcé à lui faire confiance. » Sa voix s'est brisée. Je l'ai regardé longtemps. Il portait en lui une honte lourde, ancienne, presque insupportable. Pas à cause de moi, à cause de lui-même. « Paul, tu t'es trompé. C'est pire que ça. » Il releva la tête. Je t'ai abandonné sans même m'en rendre compte. Je n'ai pas pleuré. L'émotion était trop vaste pour les larmes. J'ai juste posé ma main sur la table. Il l'a recouverte de la sienne. Ce simple geste, c'était le premier morceau qui revenait à sa place. Chez eux, la colère, l'incompréhension. Du côté de Claire, la rupture intérieure avait commencé aussi. Mais autrement, plus abruptement, avec une violence qu'elle retenait à chaque phrase. Elle ne m'a pas appelé. Elle n'a pas essayé de m'approcher. Elle n'a envoyé ni excuse, ni justification. Je ne m'attendais à rien. Mais cela m'a pourtant frappé. Même face à la vérité, certaines personnes préfèrent mourir debout dans leurs mensonges plutôt que d'admettre leur erreur. Paul, lui, vivait avec elle. Ou plutôt, il habitait encore sous le même toit, mais il ne vivait plus rien avec elle. Il me racontait, par bribes, sans entrer dans les détails. « On ne se parle plus. Elle dit que tu exagères. Elle dit que je te choisis contre elle. Elle dit que je suis faible. Elle dit qu'elle a voulu bien faire. Elle disait beaucoup. Elle justifiait. Elle attaquait. Elle manipulait encore. » L'effondrement, chez elle, prenait la forme d'une agitation nerveuse. Chez Paul, c'était un silence coupable. Chez moi, c'était une lucidité nouvelle. Emma l'enfant qui comprend trop vite. Et au milieu de tout cela, il y avait Emma. La seule innocente. La seule qui voyait la vérité, sans la comprendre vraiment. Un après-midi, elle est venue s'asseoir sur les marches de mon perron, les genoux serrés, la tête baissée. « Mamie. » Papa et maman ne font que se disputer. Je me suis assise à côté d'elle. « Tu sais, ma chérie, parfois, les adultes disent des choses qu'ils ne pensent pas vraiment.
Ils se fâchent parce qu'ils ont peur. Peur de quoi? Elle me regarda avec ses grands yeux. Peur de perdre quelque chose. Elle réfléchit, puis murmura « C'est à cause du papier ?» J'ai fermé les yeux. Cet enfant n'aurait jamais dû porter un poids pareil. Non, Emma. Ce n'est pas à cause du papier. C'est à cause de ce que chacun fait de la vérité. Toi, tu es gentille, mamie. Tu n'aurais jamais fait du mal. Je l'ai serré doucement. Dans ses bras, j'ai senti le futur, un futur qui ne devait plus jamais reproduire ce que j'avais subi. La rupture, le jour où tout craque. Puis il y eut le jour où Claire a craqué. Je revenais du marché lorsque j'ai vu sa voiture dans l'allée. Elle m'attendait, debout, les bras croisés, le visage dur. « Tu es satisfaite ?» lança-t-elle dès que j'ai ouvert la grille. « Satisfaite de quoi? Tu as détruit mon couple. Tu as retourné Paul contre moi. Tu as fichu notre vie en l'air. » Je l'ai regardée en silence. Elle tremblait, de rage ou de peur, je ne sais pas. « Claire, ce n'est pas moi qui ai détruit quoi que ce soit. Tu mens, tu l'as manipulée. Tu t'es fait passer pour la victime alors que... » Elle s'arrêta. Sa voix se brisa. « J'ai tout fait pour vous. Tout. Non, Claire. » Ma voix était calme, presque tendre. « Tu as tout fait pour toi. » Elle prit une grande inspiration. Ses yeux devinrent brillants. « Paul m'a dit qu'il ne pouvait plus vivre avec quelqu'un qui ment comme moi. » Elle serra les dents. « Il m'a dit que c'est toi qui lui as ouvert les yeux. » Je secouai doucement la tête. « Non. »« Si. Ce sont tes accusations. Tes histoires. » « Ce ne sont pas des histoires. Ce sont des faits. » Elle voulut répondre, mais aucun son ne sortit. Puis elle lâcha. « Tu vas le regretter, Denise. » J'ai fermé mon sac. Et j'ai répondu. « Non, Claire. » Pourquoi? Parce que la loi, elle, ne regrette jamais. Elle me fixa un moment, puis elle tourna les talons, monta dans sa voiture et partit en trombe. Je restai immobile longtemps. Le vent soufflait légèrement. Le gravier craquait sous mes chaussures. Une sensation étrange m'envahit. Ce n'était ni de la victoire, ni de la joie, ni de la vengeance. C'était la fin d'une mascarade, la fin d'une illusion, la fin d'une domination silencieuse. Après la rupture, la maison de Paul. 2 semaines plus tard, j'appris qu'elle était partie. Définitivement. Paul me l'annonça un soir. Elle a pris ses affaires. Elle ne reviendra pas. Je n'ai pas sauté de joie. Je n'ai pas souri. Je lui ai juste demandé. « Et toi, mon fils? » Moi? Je respire. Et ce mot-là, respirer, était le plus beau cadeau qu'il pouvait m'offrir. Parce que l'éclatement familial, ce n'était pas la destruction. C'était la libération. Pas seulement la mienne, la sienne aussi. Et cette fois, tout ce qui venait après serait une reconstruction. Silencieuse, saine, honnête et entièrement mienne. Il m'a fallu plusieurs semaines pour admettre que quelque chose avait réellement changé. Pas juste autour de moi, pas seulement dans ma maison, dans ma famille, dans les regards que l'on posait sur moi. Non, ce qui avait changé, c'était moi. Moi, profondément. Là où j'avais été brisée, j'étais devenue solide. Là où j'avais été silencieuse par peur, j'étais devenue silencieuse par choix. Une renaissance, une vraie, de celle qu'on ne vit pas à 20 ans, mais seulement lorsque la vie vous a suffisamment usé pour que chaque seconde retrouvée ait la saveur d'une victoire. Le matin, retrouver le rythme, le corps, la liberté. Je me suis d'abord réhabituée à des gestes simples, des gestes que Claire avait réussi à me voler sans que je m'en rende compte. Ranger mes papiers moi-même, sortir mes poubelles quand je voulais, marcher jusqu'au marché du jeudi sans qu'on se propose d'y aller à ma place, choisir mes fruits, parler aux commerçants, porter moi-même mon cabas. Le premier jour où j'ai marché jusqu'à la place du village, je me suis surprise à ralentir volontairement pour respirer l'air du matin. Ce n'était pas un air particulier, juste un air de liberté. Un air qu'on ne sent que lorsqu'on a frôlé la dépossession. J'ai recommencé à cuisiner, pas parce qu'il le fallait, parce que j'en avais envie. Un gratin dauphinois, une soupe à l'oignon, un poulet rôti aux herbes. Les odeurs ont empli ma maison, comme si, soudain, elles reconnaissaient ma présence. Je n'étais plus un poids, je n'étais plus un problème à gérer. Je n'étais plus une vieille femme que l'on surveille. J'étais vivante. Paul lentement, la réparation. Paul venait souvent. Pas pour me contrôler, pas pour voir si tout allait bien. Il venait pour des raisons qu'il avait oubliées pendant des années.
parce qu'il avait envie de venir. Il buvait un café. Il me racontait son travail, ses doutes, ses projets. Au début, il parlait encore de Claire. Douloureusement, maladroitement, comme un homme qui tente de comprendre ce qu'il n'a pas vu. J'aurais dû être plus vigilant, man. Paul, la culpabilité est un piège. Tu en es sorti. Maintenant avance. Il hochait la tête. Un soir, il a murmuré. Tu sais, j'ai l'impression de te redécouvrir. J'ai souri. Peu. Être que tu me regardes enfin. Il a souri aussi. Un sourire fragile, qui ressemblait à un pardon. Pas un pardon demandé. Pas un pardon donné. Un pardon qui se construit, millimètre par millimètre, entre deux adultes qui se retrouvent. Avec lui, je sentais quelque chose refleurir. Un lien que je croyais mort. Et qui pourtant respirait encore, doucement. Emma, la lumière la plus pure. Emma, elle, venait avec la spontanéité des enfants. Elle arrivait en courant, ses cheveux volant derrière elle, et s'effondrait dans mes bras comme dans un refuge. Mamie, tu me racontes encore comment t'as appris à faire du pain. Je riais. Je l'assoyais sur un coussin. Et je lui racontais, pas seulement le pain, ma jeunesse, ma vie avec son grand-père, les vendredis d'été, les dimanches au bord du lac, les colères, les joies, les surprises. Elle m'écoutait avec une attention que je ne voyais plus chez les adultes. Elle disait souvent, « Mamie, tu sais faire des choses que maman ne sait pas faire. Oh, je sais juste vivre. » Et elle riait. Je sentais dans son rire une forme de réparation, un fil de lumière, une vérité douce. L'enfant comprenait mieux que les grands ce qui s'était joué. J'avais failli être rangée, et j'étais restée là, entière. La maison, un espace qui respire à nouveau. La maison, elle aussi, avait changé. Ou plutôt, elle avait enfin retrouvé son âme. Les objets étaient à leur place la mienne, pas celle qu'on m'imposait. Les tiroirs avaient retrouvé leur ordre, les papiers, leur logique, le jardin, son souffle. Je m'occupais à nouveau de mes rosiers. Je taillais, j'arrosais, je parlais à mes plantes en riant de moi-même. Je retrouvais un rapport sensuel au monde, le parfum de la terre mouillée, le vent qui fait bouger les rideaux, la lumière sur les meubles, le silence qu'on apprivoise. Un jour, j'ai déplacé mon fauteuil près de la fenêtre, celle qui donne sur le cerisier. Je me suis assise là, et j'ai pensé, cette maison n'est pas un bien, c'est mon histoire, et mon histoire n'appartient qu'à moi. Une envie partir un peu, vivre ailleurs quelques jours. Quelques semaines plus tard, j'ai décidé de m'offrir quelque chose que je ne m'étais plus permis depuis longtemps. 3 jours à la mer, toute seule, sans demander l'avis de personne, sans prévenir Paul, avant d'être déjà sur la route. J'ai loué une petite chambre dans une maison d'hôte à Dieppe. La mer était grise, froide, immense et pourtant tellement accueillante. Je marchais sur la plage comme une femme qui redécouvre son propre corps. Je regardais les vagues. Je respirais. Je pensais à tout ce qui aurait pu se passer et à tout ce qui ne se passerait plus jamais. Le soir, dans la petite chambre, j'ai ouvert mon carnet bleu, pas pour noter des preuves, pas pour écrire des dates, pas pour me défendre, pour écrire, enfin, pour moi. J'ai écrit, on m'a presque volé ma liberté, on m'a presque effacé. J'ai retrouvé les deux, puis j'ai ajouté, je ne pensais pas qu'à mon âge on pouvait renaître autant. Je me suis couchée, le cœur étonnamment léger, le retour être une femme qui avance. Quand je suis revenue chez moi, j'avais les joues rosies par le vent marin et une nouvelle note dans ma voix, une assurance tranquille. J'ai repris mes habitudes, mes courses, mes promenades. Je croquais la vie par petites bouchées, mais avec gourmandise. J'avais rompu le cercle, j'avais récupéré ma place. J'avais trouvé un rythme nouveau, un rythme de femme libre. Et surtout, j'avais compris que la vieillesse n'est pas une faiblesse. La vraie faiblesse, c'est d'abandonner son propre pouvoir. Moi, je l'avais repris, et je n'étais pas prête à le rendre. Il y a un moment, dans la vie, où l'on cesse de courir après les pourquoi. Pourquoi ils ont agi ainsi? Pourquoi ils n'ont pas vu? Pourquoi ils n'ont pas aimé différemment? Pourquoi les liens qu'on croyait indestructibles se transforment en cordes qui étranglent? J'ai passé des mois à me débattre intérieurement, à tenter de comprendre comment Claire avait pu me réduire à une vieille femme fragile, comment Paul avait pu, doucement, sans malice, se laisser entraîner dans cette vision faussée de moi. Et puis, peu à peu, j'ai compris que la question n'était plus là.
Il y a des gens qui vous regardent pour ce que vous êtes, et d'autres pour ce qu'ils ont besoin que vous soyez. Claire avait besoin que je sois faible pour se sentir forte. Paul avait besoin de croire qu'elle savait mieux que lui. Et moi, j'ai eu besoin de toucher le fond pour remonter. La vérité, c'est que tout ce que j'ai vécu n'est pas seulement une histoire de documents, de signatures, de procuration ou de tentatives de tutelle. C'est une histoire de regard, de perception, de valeur. Quand on commence à être vu comme une charge, tout devient plus glissant. Un oubli devient une preuve, une fatigue devient un symptôme, un doute devient une incapacité. On ne vieillit pas en un jour. Mais le regard des autres, lui, peut vieillir sur vous en une seule seconde. Dans un soupir, dans une phrase, dans une liste écrite à la hâte. Si je n'avais rien fait, je me serais être laissé glisser. Pas parce que j'étais fragile, mais parce qu'à force qu'on vous répète que vous l'êtes, on finit par le croire. Et la pire violence, ce n'est pas celle que les autres exercent sur vous. C'est celle que vous vous infligez en les laissant faire. Je revois encore ma main trembler ce soir-là, quand j'ai découvert la chemise grise. Non, ce n'était pas la peur. C'était la prise de conscience. Le moment exact où j'ai compris que ma vie m'appartenait encore, mais que quelqu'un essayait de l'écrire à ma place. Ce soir-là, j'ai choisi ma plume. Et ma plume m'a ramené à moi. Aujourd'hui, je marche souvent le long du cerisier, dans mon jardin, comme on marche autour d'un souvenir qu'on apprivoise. Il y a dans le vent du matin une douceur que je ne sentais plus depuis des années. Et dans la lumière du soir une paix nouvelle. Pas une paix naïve comme celle d'avant, non. Une paix lucide, reconstruite. Une paix qui a un prix, celui de m'être battu. Je ne nourris plus de colère. La colère finit toujours par brûler celle qui la porte. Je ne nourris pas non plus de vengeance. La vengeance enchaîne. Je nourris quelque chose de plus rare. Le respect que j'ai regagné pour moi-même. J'ai appris que l'âge ne doit jamais être une excuse. Ni pour vous infantiliser. Ni pour vous effacer. Ni pour vous manipuler. Ni pour vous voler votre place. On peut être vieille, oui, mais on peut être une vieille femme debout. Une vieille femme qui lit ce qu'on lui demande de signer. Une vieille femme qui connaît ses droits. Une vieille femme qui refuse la confusion, le mensonge, les gestes pour votre bien. Une vieille femme qui dit non. Une vieille femme qui dit assez. Ce n'est pas une question de caractère. Ce n'est pas une question d'éducation. C'est une question de dignité. Ma dignité, je l'ai perdue un moment. Je l'ai perdue le jour où j'ai laissé Claire prendre mes papiers comme on prend un trousseau de clés. Je l'ai perdue le jour où j'ai accepté de ne pas poser la question. Pourquoi veux-tu cette signature? Je l'ai retrouvée le jour où j'ai écrit dans mon carnet bleu les premières lignes de mon dossier. Je l'ai retrouvée dans le bureau du notaire, quand j'ai entendu ma propre voix dire « Je veux reprendre ce qui est à moi ». Je l'ai retrouvée dans la salle d'attente de l'avocate, entre deux femmes qui, comme moi, venaient défendre leur liberté. Je l'ai retrouvée dans les yeux de Paul, lorsqu'il a enfin compris. Je l'ai retrouvée dans les bras d'Emma, lorsqu'elle m'a dit « Mamie, tu es forte ». J'ai compris ce jour-là que la force n'était pas dans les actes spectaculaires. Elle était dans la ténacité silencieuse, dans la constance, dans la patience, dans la vérité qui, un jour ou l'autre, finit par remonter à la surface comme une bulle qui éclate. Je regarde ma vie aujourd'hui, cette vie que j'ai redorée moi-même, comme on repasse un drap ancien, jauni, pour lui redonner son éclat. Je ne suis plus la femme qu'il pensait contrôler. Je ne suis plus la mère qu'on protège malgré elle. Je suis une femme âgée, oui, mais une femme âgée souveraine. La justice n'a pas besoin de bruit. Elle n'a pas besoin d'éclat. Elle n'a pas besoin de vengeance. Elle a besoin de vérité. Et la vérité, c'est que j'ai gagné sans crier, sans frapper, sans accuser, sans hurler. J'ai gagné en silence, en droiture, en méthode, en écrivant chaque pas, chaque date, chaque preuve, chaque humiliation dans un carnet que je garde encore, rangé dans ma boîte de fer. Il ne me reste plus de rancœur. Juste une certitude tranquille. On ne m'effacera plus. Et si un jour quelqu'un essaye encore, il trouvera en face de lui la femme que je suis devenue. Une femme qui sait lire, qui sait comprendre, qui sait se défendre et qui sait attendre. Parce que la sagesse de mon âge, c'est cela. Savoir que la vérité finit toujours par se déposer du bon côté. Et dans cette lumière silencieuse qui entre chaque matin dans ma maison, je me dis que j'ai bien fait de me taire au bon moment. De me taire, non pour subir,
mais pour agir. Parce que, finalement, le silence peut aussi être une forme de justice.